Bonjour, donc pour ce chapitre 5, nous allons aborder les formes galéniques administrées par voie entérale. Les voies entérales sont les voies qui regroupent la voie perlinguale, la voie orale qu'on peut encore appeler la voie digestive et la voie rectale. Ces voies entérales ont des avantages. On peut considérer que c'est des voies d'administration naturelles, donc administration par le patient sans avoir besoin d'une assistance, sauf peut-être pour les enfants en bas âge. Ce sont des voies qui permettent d'administrer des quantités importantes de médicaments, principes actifs. Le traitement peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient porte avec lui son médicament dans son sac à main éventuellement. Et c'est des voies d'administration qui ne nécessitent pas de précautions particulières si on compare ça à la voie d'administration parentérale où il faut un matériel stérile pour prendre le médicament. Les voies entérales sont aujourd'hui les voies les plus pratiquées pour l'administration des médicaments. Sur ces camemberts, je vous invite à regarder uniquement les couleurs bleues. On se rend compte que depuis 2001 et maintenant jusqu'en 2008, les formes administrées par voie entérale représentent près de 60% des médicaments utilisés en thérapeutique. Cela montre l'importance de ces voies. Donc nous allons commencer par discuter de la première voie qui est la voie perlinguale. Dans ce type d'administration de médicaments, le médicament doit être conservé dans la cavité buccale, il ne doit pas être avalé. On peut le mastiquer, mais en tout cas il faut le laisser fondre dans la cavité buccale grâce à la salive. Et donc le principe actif qui est libéré est absorbé directement à travers la muqueuse buccale. Je ne vais pas vous faire ici un cours d'anatomie, mais sachez quand même qu'au niveau donc, de la paroi buccale, on va avoir une épaisse muqueuse au niveau de la face supérieure de la langue. Dans cette zone, l'absorption est très faible, voire nulle. En revanche, la muqueuse est mince et transparente au niveau de la face inférieure de la langue. Et justement, il y a là des capillaires sanguins sous-jacents. Et ça sera dans la zone d'absorption du médicament. C'est pour ça qu'on va demander au patient de laisser le médicament donc, sous la langue. Il faut savoir que le volume salivaire journalier est d'environ 1 demi-litre, que le pH de la salive va varier entre 6 et 7, qu'il y a un tout petit peu d'enzymes, en particulier une alpha-amylase, la phtyaline. Donc tout ça devra être pris en compte pour vérifier donc la stabilité du médicament. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau donc de cette paroi buccale, on va avoir un retour veineux qui va se jeter dans la veine jugulaire, qui ira ensuite vers la veine cave sans passer par le foie, et donc le médicament sera distribué à l'organisme sans passer par le foie. Ces caractéristiques sont intéressantes pour l'administration perlinguale, parce que, comme je viens de vous dire, il n'y a pas de premier passage hépatique, donc pas de destruction de principes actifs. Il n'y a pas d'influence du pH, le pH est tout à fait, on va dire, presque constant au niveau donc, de la bouche. Il n'y a pas d'enzymes, très peu, pas de flore bactérienne, ce qui fait que dans cette voie d'administration aura des gros avantages, à savoir une absorption très rapide du principe actif, sans passer par le foie. Donc aujourd'hui, la voie perlinguale est considérée comme une voie d'urgence. Et je veux par exemple le traitement de l'angine de poitrine avec des dérivés nitrés qui seront absorbés très rapidement avec des effets sensibles au bout de 2 à 3 minutes. Donc pour cette voie, il faudra des formes galéniques assez particulières. Je commencerai par les tablettes. Les tablettes sont des comprimés qui sont donc destinés à être sucés ou à être croqués. Et donc ces comprimés seront constitués en majorité par des excipients tels que le saccharose ou des polyols tels que le sorbitol et le mannitol. On peut également avoir des tablettes à mastiquer. Dans ce cas-là, on va ajouter au comprimé un excipient comme la gomme. Et enfin, une forme qui est vraiment destinée à cette voie, c'est ce qu'on appelle des glossettes. Il s'agit de comprimés très durs, qui sont difficiles à croquer, et donc ceux-là, on va les laisser effectivement fondre sous la langue pour que le principe actif soit libéré du comprimé. Enfin, on peut également utiliser des gouttes médicamenteuses pour cette voie d'administration. Passons maintenant à la voie digestive qui est la plus importante. Dans la voie digestive qu'on peut également appeler la voie orale, donc à ne pas confondre avec la voie perlinguale, la voie orale va nécessiter donc d'ingérer le médicament qui va descendre dans le tube digestif et qui va y séjourner un certain temps dans un milieu où on a de nombreux facteurs physiologiques à prendre en compte.
Là encore, je ne reviens pas sur l'anatomie du tube digestif que vous avez vu dans le cours de François Stank. Simplement, rappeler que l'estomac, qui est donc une poche musculaire épaisse, va contenir des enzymes, telles que la pepsine. Il y aura des sécrétions acides dans ce milieu, donc c'est important, l'acide chlorhydrique. Que la surface n'est pas très importante, à environ 1 mètre carré, que le débit sanguin y est faible, et donc on peut imaginer que l'absorption des principes actifs au niveau de l'estomac est plus ou moins importante. Je passe donc directement au côlon, qui est également une surface assez réduite, qui contient très peu d'eau. Et donc là aussi, c'est une zone d'absorption qu'on va discuter un peu plus loin quand on va les suppositoires. Et donc je reste à l'intestin grêle, qui a 3 parties. Et ça, c'est important pour la galénique, savoir quelles sont les caractéristiques de ces 3 parties-là. Donc, il y a le duodénum, le jéjunum et l'iléon, qui sont donc les 3 grandes parties de l'intestin grêle. Dans cet intestin grêle, on aura bien entendu des cellules entérocytes qui ont une fonction absorbante et des cellules calciformes qui ont une fonction sécrétoire de mucus. Donc, le mucus aussi sera une barrière, souvent pour l'absorption des médicaments. Tout le monde sait que la digestion déclenche des sécrétions nombreuses, des sécrétions pancréatiques avec des pH qui vont aller de 8 à 9 parfois, avec des enzymes comme l'amylase, les lipases, qui sont des enzymes protéolytiques, trypsine, chymotrypsine. On a une sécrétion biliaire qui contient de la mucine et des sels biliaires. On a des sécrétions intestinales, donc au niveau du duodénum, avec un suc visqueux riche en mucus et très alcalin. Le pH peut aller jusqu'à 8. Et donc finalement, on a un pH intestinal qui va être relativement alcalin. Et donc ce pH, c'est souvent neutralisé par l'acide de l'estomac. Donc au final, si on regarde les pH, on peut imaginer que le duodénum est à un pH 5-6, le jéjunum a un pH 6-7 et l'iléon entre 7 et 7,5 et peut-être le côlon au niveau de 7 jusqu'à 8. L'intestin grêle donc a une surface importante avec des microvillosités, donc on a une surface qui varie entre 200 et 400 mètres carrés, un débit sanguin élevé jusqu'à supérieur à 1 litre par minute et dont la présence des entérocytes. Et au final, l'intestin grêle va constituer la zone d'absorption du médicament. En résumé, que peut-on dire donc de tous ces aspects physiologiques qu'on vient de voir? On peut simplement dire que l'absorption des principes actifs au niveau donc du tube digestif et de l'intestin vont demander de faire attention aux principes actifs qui sont premièrement instables en milieu acide, aux principes actifs qui pourraient être dégradés par les enzymes du tract digestif. Et donc ce circuit qui est donc repris sur la photo qui est là montre donc l'absorption du principe actif jusqu'à son arrivée dans la circulation générale. Maintenant qu'on a regardé tous ces aspects un peu physiologiques, on va passer maintenant à la galénique, c'est-à-dire les formes pharmacéutiques qui sont destinées à la voie orale ou à la voie digestive. Nous allons voir donc ça en 2 parties. On va commencer par voir les formes orales solides, qu'on appelle encore les formes sèches. Parmi celles-là, on verra les formes sèches qui sont pulvérulentes, les formes sèches compactées. Et nous verrons ensuite les formes orales liquides, donc administrées par voie orale. Commençons par les formes orales solides ou formes sèches. Et voyons les formes dites pulvérulentes. On va considérer que ces formes se présentent sous un simple mélange de poudre. Dans ce simple mélange, on trouvera le principe actif et certains excipients. On peut également avoir une forme de granulé. On verra qu'il s'agit là d'un mélange de poudre élaboré. Le simple mélange de poudre, donc principe actif excipient, est quelque chose de relativement simple à réaliser. Il s'agit ici de mélanger le principe actif à 2 catégories d'excipients, ce qu'on appelle le diluant et le lubrifiant.
On peut également rajouter certains excipients comme les édulcorants ou les aromatisants pour rendre, on va dire, acceptable le médicament dans le cas où le principe actif a des caractères organoleptiques désagréables. Le diluant, en fait, va servir à accompagner le principe actif, à donner une taille suffisante à ce principe actif. Je prends toujours l'exemple d'un médicament qui contient 1 mg d'un principe actif. Si vous voulez faire une gélule qui contient 1 mg de principe actif, c'est tout à fait impossible. Donc, on va souvent accompagner ce milligramme de digitaline avec un excipient qui servira donc de remplissage. Ce diluant a pour caractéristique particulière d'être inerte comme tous les excipients. Il est souhaitable que ce diluant ne soit pas hygroscopique, c'est-à-dire n'attire pas de l'eau pour ne pas humidifier donc la poudre. Cet excipient doit faciliter une bonne coulabilité, une bonne fluidité de la poudre, parce qu'il faudra penser qu'il faudra répartir ce mélange dans les conditionnements primaires. Et enfin, il ne faudrait pas que ce diluant-là empêche le principe actif de se dissoudre, donc il doit effectivement être hydrophile, avoir une certaine hydrosolubilité. Comme exemple de diluant, on a des excipients qui sont de type minéraux. Là, je vous renvoie au cours qu'on a vu sur les excipients. On peut prendre du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique. On peut avoir également des excipients d'origine organique, c'est le cas du lactose, des amidons, des celluloses microcristallines. On peut également prendre des polyols tels que le sorbitol et le mannitol. En général, dans ce type de préparation galénique, la proportion du diluant dans la formule est importante et peut aller de 50 à 95% en fonction du dosage en principe actif. Maintenant, continuons donc avec les excipients qui composent cette formule donc, de simple mélange de poudre. Il y a un excipient qui s'appelle le lubrifiant, toujours excipient inerte, dont le rôle est tout à fait mécanique, c'est-à-dire que le lubrifiant sera là uniquement pour faciliter et améliorer l'écoulement du mélange de poudre. Comme exemple de lubrifiant, vous avez donc le talc ou le stérate de magnésium, ou si on voudrait faire des comprimés de type effervescent, on prendra le macrogol qui est lui hydrosoluble. Donc, je résume, donc le rôle du lubrifiant, c'est uniquement pour faciliter l'écoulement du mélange de poudre. Imaginez, vous avez 500 kg de poudre dans un conteneur que vous devez répartir dans des gélules ou dans des sachets. Il ne faudrait pas que cette poudre-là s'accroche sur les parois du distributeur. Donc, le lubrifiant est là pour faciliter l'écoulement des poudres. Et on voit que ce lubrifiant sera utilisé dans des proportions relativement faibles, puisqu'on va l'utiliser à des proportions de 1 à 3% quand le lubrifiant est hydrophobe, et on peut aller jusqu'à 5 à 10% quand le lubrifiant est hydrosoluble. Enfin, il y a donc d'autres excipients qui sont plutôt des excipients de confort. C'est le cas des édulcorants. Par exemple, on pourra rajouter du saccharose, du saccharinate de sodium, du caramel pour donner un goût agréable aux médicaments. On peut également rajouter des aromatisants, des arômes de fraises, de bananes. Tout ça, c'est pour rendre le médicament agréable sans en faire une friandise. Les proportions de ces deux derniers excipients sont relativement faibles. En général, c'est inférieur à 1%. Maintenant, comment est-ce qu'on fabrique ce type de mélange? On va considérer deux situations. À l'officine, pour les préparations de type magistral, on utilisera donc le dispositif très simple d'un mortier et d'un pilon pour triturer et mélanger les poudres. En revanche, sur le plan industriel, on va utiliser donc des appareillages qui permettent de travailler en 3 étapes. En général, dans une première étape, on va calibrer les poudres pour avoir des poudres qui ont un profil granulométrique voisin, ça facilite le mélange. Ensuite, on va mettre ces poudres dans un mélangeur industriel. On verra ces mélangeurs plus loin dans la suite du cours. Donc, on va procéder au mélange. Et ensuite, on prendra le mélange qu'on va répartir avec des machines de répartition dans les conditionnements primaires. Alors, ce mélange de poudre à répartir doit avoir 3 caractéristiques évidentes. Premièrement, l'homogénéité, c'est-à-dire que si on prélève
une partie de la poudre ou toute partie de la poudre, on doit retrouver dans chaque prélèvement la même quantité de principe actif. Cette poudre doit être fluide, donc s'écouler parfaitement, donc pour garantir un remplissage régulier des conditionnements primaires. Et enfin, il faut avoir une poudre qui est stable sur le plan chimique et sur le plan physique, qui doit garantir donc la bonne conservation du médicament. Passons maintenant à la deuxième présentation plus virulente. Il s'agit de granulés. Alors, pourquoi faire un granulé au lieu d'un simple mélange de poudre? Lorsqu'un simple mélange de poudre des constituants conduirait à un mélange pas satisfaisant, donc un mélange qui serait hétérogène, qui aurait un mauvais écoulement, une mauvaise stabilité, il est conseillé donc de travailler ce mélange de poudre pour le transformer en granulé. En fait, un granulé, qu'est-ce que c'est qu'un granulé? Donc, le schéma qui est là vous le décrit. Il s'agit donc de prendre toutes les composantes donc, du mélange de poudre, de les associer ensemble, les agglomérer pour faire des particules un peu plus grosses. On va dire qu'on va passer à des particules d'une taille entre 0,2 mm et 1 mm de diamètre, donc des tailles assez importantes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce granulé, on aura aggloméré l'ensemble des particules de poudre, et donc ça va donner au grain certaines caractéristiques. Comment est-ce qu'on va fabriquer ce granulé? Alors, on va prendre la technique de fabrication qui s'appelle la voie de la granulation humide. Donc, on va prendre le principe actif, plus les excipients, donc ici, ça sera le diluant, et on va rajouter un troisième excipient qu'on appelle le liant ou l'agent d'adhésion, plus un liquide de mouillage, et enfin, il y aura un lubrifiant et un édulcorant, et aromatisant éventuellement. Donc voilà la composition globale, qualitative d'un granulé. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder en plusieurs étapes pour fabriquer donc cet agglomérat qu'on a vu sur le transparent précédent. Première étape, on va calibrer sur un tamis approprié le principe actif, le diluant et le liant. Donc on aura un mélange homogène. Ce mélange homogène est placé ensuite dans un appareil qu'on appelle un mélangeur malaxeur. Donc on mélange les poudres et ensuite on va verser sur ce mélange de poudre un liquide de mouillage et on va malaxer l'ensemble. Donc ce liquide de mouillage va permettre au liant qui était dans le mélange de poudre d'accrocher les unes aux autres le principe actif et le diluant. Donc à la sortie de ce mouillage, on va récupérer une masse cohésive donc qui contient l'ensemble des produits. Et donc cette masse cohésive, on va la passer sur une grille métallique pour détacher donc la masse en grains, en granulés. Et donc chaque granulé est supposé contenir la même quantité de principe actif, de diluant et de liant. Ce granulé humide va être passé à l'étuve ou en hydrofluidisé, on verra ce que c'est un peu plus loin. Donc on va sécher ce granulé pour avoir un granulé sec. Ce granulé sec est ensuite repassé sur une grille pour essayer d'avoir un calibrage. Donc on aura un grain sec calibré. Et donc ce grain calibré et sec sera replacé dans un mélangeur. On va y rajouter maintenant ce qu'on appelle la phase externe, c'est-à-dire le lubrifiant, l'édulcorant et l'aromatisant éventuellement. On va remélanger tout ça pour obtenir un grain final lubrifié prêt à être conditionné. Donc, ce granulé, donc il y aura des propriétés d'homogénéité, de bon écoulement, sera donc utilisé pour être réparti dans des conditionnements primaires. Alors, on peut considérer que ce granulé peut être un produit intermédiaire qui servira à la fabrication d'autres formes galéniques, donc c'est ce qu'on verra plus loin pour faire par exemple des comprimés, mais également ce granulé peut être considéré comme le médicament terminé, le produit fini. Dans ce cas, il faut le mettre dans des conditionnements primaires, emballage adéquat, et donc deux possibilités, soit on met le granulé dans un récipient, donc c'est ce qu'on appelle la présentation en vrac.
non divisé à l'avance. Et dans ce cas-là, on donnera au patient un instrument pour prélever la quantité de médicaments nécessaires. Donc c'est donc la répartition dans un flacon en vrac, donc non divisé. On peut également diviser donc les granulés à l'avance. Dans ce cas-là, on va mettre dans le conditionnement primaire la dose de médicaments à prendre. Donc là, on aura donc deux types de présentations classiquement utilisées, soit ce qu'on appelle les gélules ou capsules gélatineuses dures, donc vous avez déjà tous vu ce qu'est une gélule, donc c'est deux demi-capsules. Donc on va mettre le médicament dans le corps de la gélule. Ensuite, on va mettre la coiffe pour fermer la gélule. Donc ça, c'est la première présentation. Donc ces gélules, je vous rappelle qu'elles ont plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc c'est une forme qui est très prisée, puisque ça masque éventuellement la poudre qui est dans la gélule. Deuxième présentation, ce sont les sachets, dont les sachets sont en général des complexes faits avec du papier, de feuilles d'aluminium, du polyéthylène. Donc, on mettra donc le granulé dans ces sachets-là. Abordons à présent les formes sèches compactées qu'on appelle encore communément les comprimés. Les comprimés ont une définition à la pharmacopée européenne. Cette définition dit que les comprimés sont des préparations solides contenant une unité de prise d'un ou plusieurs principes actifs. Ces comprimés sont obtenus en agglomérant par compression un volume constant de particules. Donc, définition importante, j'ai souligné volume constant, parce que de ce volume constant viendra le dosage régulier du principe actif. Vous remarquerez qu'il y a une grande variabilité des comprimés, que ce soit dans leur composition, on le verra tout à l'heure, dans leur géométrie, donc les photos qui sont là vous le démontrent, mais on a déjà vu qu'il y a une grande variabilité dans les modes de fonctionnement. Souvenez-vous des comprimés effervescents, des comprimés gastro-résistants, des comprimés osmotiques. Donc, on a dans ces comprimés une technologie qui est relativement intéressante qu'on va essayer donc de voir au fur et à mesure. Alors, ces comprimés sont bien entendu répandus. Si c'est le cas, ça veut dire que les comprimés doivent présenter un certain nombre d'avantages. J'en ai cité quelques-uns ici. Premièrement, dosage précis du principe actif, en principe actif. Donc, si on assure un volume constant et régulier des particules dans la chambre de compression, on aura un dosage précis en principe actif. Puisqu'on agglomère les poudres, donc par compression, finalement, on peut administrer des quantités relativement importantes en principe actif, puisqu'on va réduire ce volume de principe actif en appliquant la compression. Le comprimé constitue, comme les poudres qu'on vient de voir, un milieu sec. Donc, la conservation du principe actif sera d'autant meilleure qu'on sera en milieu sec. On vient de voir qu'il y a une grande variabilité des comprimés, avec des fonctionnalités différentes. Une chose importante aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier le médicament hors de son emballage primaire. Donc, sur les comprimés, c'est tout à fait possible d'identifier le comprimé en y mettant des gravures, en y mettant des mots ou par la couleur. Donc, ça permet d'avoir une traçabilité du comprimé. Il y a également la possibilité, à travers ce qu'on appelle les comprimés sécables, de morceler les doses et d'adapter la posologie en fonction du patient. Et enfin, il faut dire qu'aujourd'hui, la fabrication des comprimés est une technologie tout à fait maîtrisée et donc les coûts industriels sont de moins en moins élevés et donc on peut faire des médicaments à un coût tout à fait raisonnable. Comme toute chose, les comprimés ont également quelques inconvénients. Un des inconvénients est que si le principe actif est très agressif, ce comprimé peut causer éventuellement par administration orale des perturbations au niveau des muqueuses du tube digestif. Mais là encore, il y a des solutions galéniques pour pouvoir régler ce problème-là. Également, un autre point, c'est que le comprimé contient en général pour certains principes actifs des quantités importantes, ce qui fait que si la formulation n'est pas adéquate, le comprimé peut parfois retenir
séquestrer le principe actif et ne pas le libérer totalement, ce qui conduirait à une inefficacité du traitement. Mais là encore, il faudrait faire des formulations qui soient capables d'éviter cette situation. Donc, autre dernier point quand même, les comprimés, je viens de dire que les comprimés étaient fabriqués facilement. Il faut savoir qu'il y a quand même des comprimés de technologie relativement difficile. Je prends pour exemple les comprimés osmotiques qui demandent d'avoir une expertise particulière pour les fabriquer. Passons maintenant à la partie proprement galénique donc, du comprimé et voyons la composition qualitative générale d'un comprimé. On va citer un certain nombre d'excipients listés sur le transparent. On va trouver qualitativement des diluants, des liants, des désagrégants, des lubrifiants qui seront donc additionnés donc, au principe actif. Je rappelle ici, et on l'a déjà plus ou moins vu, que certains de ces excipients auront la possibilité de modifier le comportement de la préparation dans le tube digestif. Donc je vous rappelle les comprimés gastro-résistants, les comprimés osmotiques, les comprimés à libération prolongée. Donc tout ça, c'est géré par un apport d'excipients particuliers. En tout cas, voyons maintenant le rôle de chacun de ces excipients dans la composition du comprimé. Le diluant, on en a déjà parlé, c'est exactement la même chose que dans le cas des poudres ou des granulés. Le diluant sera là pour aider au remplissage, donc avoir un comprimé de taille convenable. Du coup, la proportion de diluant dans un comprimé va également varier entre 50, 60 jusqu'à 90%. Ça dépend du dosage du principe actif. Et donc, je redis ici, certains diluants vont, en plus de remplissage, permettre une libération particulière du principe actif à partir du comprimé. Le deuxième excipient, ce sont les liants, agents d'adhésion ou encore agents d'agglomération. Et là, je vous renvoie sur la partie sur le granulé. Et en fait, ce sont des excipients qui vont permettre la cohésion des particules de poudre entre elles pour pouvoir former un granulé. Et donc, ces granulés seront ensuite comprimés pour renforcer donc l'agrégation de ces particules de poudre, de granulés. La proportion en liant va varier entre 5 et 10% de la masse du comprimé. Troisième excipient du comprimé, ce sont les lubrifiants. Là encore, lubrifiants, on vient de le dire, on l'a dit précédemment, ce sont des excipients mécaniques dont le rôle est simplement d'améliorer l'écoulement et la compression des granulés. Alors on va distinguer ici trois catégories de lubrifiants. Des lubrifiants qui vont faciliter l'écoulement des poudres, donc dans les trimés d'alimentation par exemple. Et là, on va avoir des produits qui sont utilisés à des taux entre 0,5 et 1%. On aura des lubrifiants anti-adhérents. Nous verrons plus loin que quand on fait des comprimés, on va compacter le mélange de poudre entre deux poinçons dans une chambre de compression. Et pour éviter que cette poudre colle sur les poinçons, on va utiliser ce qu'on appelle un lubrifiant anti-adhérent. Et enfin, une troisième catégorie de lubrifiants, c'est les lubrifiants anti-friction. Ceux-là ont pour rôle de faciliter l'éjection du comprimé quand le comprimé sort de la chambre de compression. Ne vous inquiétez pas, on verra un peu plus loin la machine à comprimer et on verra donc dans le cycle de compression le rôle de chacun de ces trois lubrifiants. Donc vous retenez, c'est important, qu'on a donc trois catégories de lubrifiants. Lubrifiant d'écoulement, lubrifiant anti-adhérent et lubrifiant anti-friction, et vous voyez les proportions qui sont en face. Ce qui me permet de dire que ces excipients-là sont utilisés en très faible proportion par rapport à la masse du comprimé, et vous voyez que la totalité, le taux de lubrifiant dans un comprimé va varier entre 0,5 et 5%. Alors, je vous ai mis en bas un petit schéma pour essayer d'expliquer le mécanisme de lubrification, en tout cas pour ce qui concerne les lubrifiants d'écoulement. Le granulé donc qu'on voudrait faire écouler, qui est donc au milieu, c'est les grosses particules. Là, elles sont sphériques,
mais c'est très idéal. En général, ces particules peuvent s'accrocher les unes aux autres. Donc, le lubrifiant va être une poudre qui viendra se mettre autour de ces granulés qui éventuellement s'accrocheraient. Et donc, ça pourrait fonctionner un peu comme un roulement à billes. Donc, du coup, ça permettrait un écoulement plus facilité du granulé. On va à présent voir un autre excipient qui est très important dans la fabrication des comprimés et dans leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les agents dilitants ou les agents de désagrégation. Le rôle de ces excipients sont de détruire le compact, la structure compacte du comprimé en présence d'eau. Le mécanisme qui est souvent invoqué, c'est que les agents désagrégants ou délitants sont des produits qui sont de nature hydrophile, qui vont attirer l'eau dans le comprimé, qui vont gonfler et qui vont donc éventuellement altérer la structure compacte du comprimé. Ce sont des produits qui sont utilisés à des proportions de 5 à 10% dans le comprimé. Et donc, sur le schéma qui vient, j'explique un peu pourquoi on met un dilutant dans un comprimé. Donc, au départ, on a un comprimé, un compact qui est dur, qui est solide. Quand on administre ce compact-là à un patient, dans le tube digestif, il faudrait que ce compact-là redevienne le granulé de départ. Et donc pour ça, le dilutant se charge donc d'absorber de l'eau, de gonfler éventuellement et de détruire la structure du comprimé. La conséquence est que le principe actif qui était donc sous forme de poudre dans le compact va se retrouver donc sous forme libre dans la lumière digestive. Et donc les particules de principe actif vont pouvoir se dissoudre et donc permettre l'absorption du médicament. Donc ce dilutement, en fait, va faire que le principe actif qui était donc sous forme compactée va se retrouver libre et donc va augmenter sa surface de contact avec le liquide digestif. Et donc vous avez cette formule en bas, donc la vitesse de dissolution, de passage du principe actif de la forme particule solide à la forme dissoute. La formule V est égale à K fois S montre que si le principe actif se retrouve sous forme de toutes petites particules, sa surface de contact avec le liquide digestif va augmenter, donc on va faciliter son passage en solution. Et je vous rappelle que ce sont des principes actifs sous forme moléculaire qui traversent la membrane biologique. Le dernier excipient dont je ne discuterai pas longtemps, ce sont les édulcorants de confort, les excipients de confort, édulcorants, aromatisants, qui sont généralement additionnés à des proportions très faibles, de l'ordre de 1%. Maintenant qu'on a discuté de la composition qualitative et même presque quantitative d'une formule de comprimé, nous allons voir très rapidement les méthodes industrielles de fabrication des comprimés. Je vous rappelle que les comprimés sont fabriqués uniquement au niveau industriel. On va considérer, pour ce cours, au niveau d'initiation de la connaissance du médicament, on va considérer uniquement 3 méthodes de fabrication de comprimés. Il y en a d'autres, mais on va se contenter d'en discuter 3. On va voir la méthode de fabrication des comprimés en passant par la méthode de compression directe. On verra la méthode qui passe par la voie de la granulation sèche et on finira par la méthode qui utilise la granulation humide qu'on vient en fait de voir plus ou moins. Commençons par la méthodologie qui utilise la voie de compression directe. Le principe général de cette méthode consiste à mélanger tous les excipients qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire le principe actif et les excipients, et de passer cette poudre sur une machine à comprimer pour avoir donc des comprimés. Donc, c'est une méthode de fabrication qui est rapide et qui est compatible avec les principes actifs qui sont thermolabiles et sensibles à l'hydrolyse. Pourquoi vous avez vu que dans cette technique-là, on verra tout à l'heure le schéma, on n'utilise pas de liquide. Donc, avant de passer sur le tableau de fabrication, sur le synoptique de fabrication de qui décrit cette méthode, on va voir les conditions nécessaires pour appliquer donc la méthode de compression directe à une fabrication de comprimés.
Première condition, le principe actif ne doit pas être un principe actif cohésif qui a tendance à couler. Il faudrait que ce principe actif ait une bonne tendance à s'écouler librement. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, le principe actif doit présenter une certaine propriété de comprimabilité tout seul. Troisième condition, il est souhaitable que ce principe actif ne soit pas en proportion trop importante dans le comprimé. Si c'est le cas, il faudrait que ce principe actif présente quelques propriétés de comprimabilité tout seul. Et enfin, pour pouvoir faire cette technique-là, il faudrait utiliser un diluant très particulier qu'on appelle diluant pour compression directe. Et de préférence, si ce diluant est en grande proportion, ça facilitera donc la mise en œuvre de cette technique de fabrication des comprimés. Donc, 4 conditions nécessaires pour pouvoir appliquer la compression directe. Et donc, je rappelle que cette méthode de fabrication est convenable pour les principes actifs qui sont thermolabiles et qui sont sensibles à l'hydrolyse. Vous avez sur ce transparent le synoptique, ou ce qu'on appelle encore les étapes de fabrication par la voie de la compression directe. Alors, il y a plusieurs choses sur ce schéma, dont ne vous en faites pas, ça va être très simple. Donc, vous avez les étapes qui sont marquées avec des numéros. Donc, on peut considérer que pour la compression directe, on va dire 3 étapes. Première étape, on va prendre l'ensemble des produits, principes actifs, diluants, liants, délitants, lubrifiants, donc ce qui rend la compression d'un comprimé. On va calibrer ces excipients. Alors, ce calibrage, comme je vous l'ai dit, c'est toujours pour avoir un mélange de poudre avec un profil granulométrique voisine qui facilite le mélange. Une fois qu'on a calibré les produits, on passe à l'étape de mélange, donc étape 2, dans des mélangeurs appropriés. Ensuite, on obtient un mélange pulvérulent, homogène, et ce mélange sera passé sur une machine à comprimer pour avoir des comprimés. Donc, 3 étapes très très simples. Je vous ai mis également sur la partie droite de cette diapositive les appareils et parfois ce qu'on appelle dans le jargon les contrôles en cours de fabrication. Il s'agit des contrôles qu'on va faire pour vérifier que pour passer d'une étape à l'autre, le produit obtenu est correct par rapport à ce qu'on en attend. Donc, je ne vais pas insister sur ces contrôles. Je pense qu'on aura le temps dans les années qui viennent de s'y pencher un peu plus. Donc, vous pouvez les lire pour vous en imprégner, mais nous n'allons pas discuter en détail des contrôles en cours de fabrication des comprimés au niveau de cette première année. Deuxième technique de fabrication, c'est la technique par la voie de la granulation sèche. Le principe général de cette technique, c'est qu'ici, on va introduire le liant sous forme pulvérulente tout au début de la fabrication des comprimés. Donc, globalement, on va prendre le principe actif, le diluant, le lubrifiant, avec un peu de liant, et on va mélanger cet ensemble de produits, et on va faire un premier type de comprimé. Alors, ce premier type de comprimé a simplement pour rôle d'apporter un peu de cohésion, commencer à essayer de fabriquer un granulé. Cette méthode de fabrication, comme on vient de le voir, puisqu'il n'y a pas de liquide, est une méthode qui sera également adaptée aux principes actifs qui sont thermolabiles et qui sont hydrolysables, donc qui peuvent subir une hydrolyse en présence d'eau. Cette technique de fabrication va comporter 2 phases de compression. Alors, je commence par le décrire de manière littéraire, après on verra le tableau qui permettra de mieux fixer des idées. Donc on va procéder à une première compression, qu'on appelle également compactage, et en fait qui va générer soit de gros comprimés relativement grossiers qu'on appelle des briquettes, ou alors des plaques qu'on appelle encore des bandes. Nous verrons ça sur le schéma qui va suivre. Les briquettes en fait sont de gros comprimés
et les plaques sont des grosses plaques, hein, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ces briquettes et ces plaques vont être ensuite broyées pour donner un granulé. Donc en fait, on a fait une première compression mécanique pour agglomérer les poudres et créer des liaisons. Ensuite, on va broyer ces briquettes et ces plaques pour donner un granulé. Ce granulé sera ensuite traité de manière adéquate, on va voir sur le schéma, pour ensuite donner des comprimés. Donc, cette méthode de fabrication qui comporte donc 2 étapes de compression est relativement longue, puisqu'on fait des comprimés 2 fois, on comprime 2 fois. Autre inconvénient de cette technique, c'est qu'on va broyer des briquettes pour donner donc des granulés. Et au cours de ce broyage, on va souvent générer des poussières. Ces poussières peuvent entraîner des pertes. Si le principe actif est toxique, on peut éventuellement exposer les gens qui travaillent. Donc c'est une technique qui, pour ces inconvénients-là, peut poser problème. Ensuite, quand on fait ce broyage pour faire donc des granulés, on peut éventuellement casser les liaisons qu'on avait formées au cours de la première compression. Donc cela montre que c'est une technique de fabrication qui n'est pas souvent très aisée. Donc là, comme précédemment, vous avez le synoptique de cette voie de fabrication, donc avec les étapes. Donc si on regarde grossièrement, on doit avoir 6 étapes pour arriver au comprimé, alors que pour la compression directe précédemment, on n'avait que 3 étapes. Donc, toujours pour décrire les étapes, donc vous avez toujours complètement sur la gauche les appareils qu'on utilise, au milieu les étapes éventuellement, et sur la droite les contrôles en cours de fabrication. Donc si je résume dans cette méthode de fabrication, donc vous avez toujours donc en première étape le fameux calibrage des matières premières. Ici, ces matières premières sont constituées donc du principe actif, du diluant, du liant, et on y met un peu de lubrifiant. On mélange et on fait donc cette première compression qui va donner donc les briquettes ou les plaques. Ces plaques sont ensuite broyées et donc ça va générer donc les granulés. Le granulé va être traité exactement comme on a fait dans la granulation. Donc ce granulé sera calibré. On va y rajouter ce qu'on appelle la phase externe, c'est-à-dire le lubrifiant et le délitant. On va remélanger à nouveau ce granulé pour obtenir un granulé lubrifié. Et ensuite, ce granulé lubrifié va passer donc à la compression pour donner des comprimés. Donc, voilà donc les étapes de fabrication des comprimés par la méthode de granulation sèche. Passons maintenant à la troisième méthode de fabrication qui est la méthode de granulation humide. Cette méthode, par son nom, vous rappelle ce qu'on a vu tout au début quand on a parlé donc des granulés obtenus par granulation humide. Donc c'est la même chose ici, pratiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un mélange de poudre qu'on va mouiller avec un liquide de mouillage. Ce liquide de mouillage, ça peut être de l'eau purifiée, de l'éthanol, de l'isopropanol. En général, on va préférer l'eau purifiée. On va utiliser un liant pour pouvoir agglomérer les particules de poudre. Donc c'est exactement la même chose que dans la fabrication des granulés. Dans ce type de fabrication, on va devoir utiliser donc un liquide de mouillage pour mouiller la poudre. Cette étape constitue l'étape critique de cette fabrication parce qu'il faut tenir compte de la quantité de liquide à mettre sur le mélange de poudre, éviter que cette quantité soit trop importante et qu'on arrive à un problème de surmouillage. Il faut également penser que dans ce liquide de mouillage, on va mettre le liant et quelle sera la concentration de ce liant dans ce liquide de mouillage. Donc c'est une étape qui est critique et qui peut en général être la plus délicate lors de la fabrication des comprimés par la voie de granulation humide. En tout cas, malgré cette difficulté, cette méthode reste la méthode de fabrication la plus prisée parce que c'est une méthode qui va donner des comprimés de meilleure qualité physique, une bonne dureté, une friabilité réduite, et en général, le comprimé a un très bel aspect macroscopique. Cependant, on le verra sur le transparent qui va suivre, c'est une méthode de fabrication qui est longue, avec des étapes critiques, et c'est un procédé à proscrire pour les principes actifs qui sont sensibles à l'humidité,
à la chaleur, et donc tout principe actif qui sera hydrolysable, on évitera donc de faire la granulation humide, surtout si le liquide de mouillage est constitué par de l'eau purifiée. On arrive donc toujours comme précédemment sur le synoptique, qui a l'air un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs appareillages, mais peu importe, vous pouvez à l'aide des numéros suivre exactement les étapes que je vais résumer rapidement. Donc toujours pareil, première étape, calibrage des matières premières. Ici, ça sera le principe actif, le diluant. On peut mettre le liant directement à cette étape-là ou pas du tout. Tout va dépendre de comment on va travailler par la suite. Donc on mélange cet ensemble de poudre et donc ensuite on va mouiller cette poudre. Et donc si on avait mis le liant sec dans la première étape, on va verser sur ce mélange uniquement le liquide de mouillage. Mais on peut également mettre le liant dans le liquide de mouillage. Et donc, dans ce cas, on mélangera uniquement le principe actif et le diluant, et on versera ensuite le liquide de mouillage qui contient l'agent liant. En tout cas, dans cette étape, on doit avoir en présence le diluant, le liant et le liquide de mouillage. Donc, cet ensemble sera donc mélangé, malaxé, pour pouvoir répartir donc le liquide de mouillage et le liant sur l'ensemble des poudres. À la sortie de cette étape, on va obtenir un mélange cohésif, humide, qu'on va ensuite calibrer, c'est-à-dire passer sur une grille pour pouvoir donc, on va dire, détacher ce mélange cohésif en granulé. Ce granulé, bien entendu, à cette étape, est un granulé humide. Ce granulé sera séché et on verra qu'on peut sécher ce granulé dans une étuve ventilée ou dans un lit d'air fluidisé. On verra ce que c'est un peu plus loin. Ce granulé sec sera ensuite passé sur un autre appareil de calibrage pour avoir un granulé sec calibré. C'est l'étape numéro 6. Et donc, à partir de là, ce granulé sec calibré, on va rajouter les excipients manquants, c'est-à-dire le dilutant et le lubrifiant. On procède ensuite à une mélange, c'est l'étape numéro 7. Et ensuite, ce granulé donc, sec, lubrifié, va passer à une machine à comprimer pour donner des comprimés. Donc voilà, en gros, donc, les étapes qu'on va utiliser pour obtenir des comprimés par la voie de granulation humide. Donc, on a vu les trois procédés de fabrication des comprimés. Donc, je vous ai mis sur ce transparent des exemples d'excipients. En fait, ce sont des rappels, puisqu'on a déjà vu ces excipients tout au long du cours. C'est pour vous aider, on va dire, à essayer d'avoir une idée sur les excipients utilisés. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le pharmacien, quand il a une spécialité, en particulier un générique, regarde les excipients qui sont dans la fabrication des comprimés et doit détecter éventuellement ce qu'on appelle les excipients à effet notoire. Donc c'est important pour vous, dès la première année, de vous familiariser avec les excipients, les noms des excipients. Et donc je profite de cette fabrication des comprimés pour vous mettre donc, sur ce tableau un certain nombre de produits, de substances, d'excipients que vous pouvez commencer donc à essayer de retenir. Donc, pour les diluants, on va avoir en général comme excipient du lactose, de la cellulose microcristalline, du saccharose, de l'amidon, des phosphatides calciques, du carbonate de sodium. Donc déjà un certain nombre de produits que vous devez commencer donc à essayer de retenir. Vous avez donc dans la catégorie des excipients liants les amidons. Alors si c'est l'amidon qui est utilisé, vous vous souvenez que cet amidon est utilisé sous forme d'un poids d'amidon, c'est-à-dire que l'amidon sera mis dans l'eau chaude pour former une gelée, pour permettre donc de coller les particules de poudre. Vous avez d'autres amidons qui sont pré-gélatinisés, vous avez des excipients de nature polymérique comme la polyvinylpyrrolidone, des excipients polymériques comme l'hydroxypropylméthylcellulose, du saccharose sous forme de sirop. Dans la caisse des dilutants, vous avez des amidons, des celluloses comme la crosse carmélosodique, vous avez l'acide alginique, vous avez encore la polyvinylpyrrolidone ou certaines povidones comme la crosse povidone.
Et pour les lubrifiants, on retrouve les mêmes, les mêmes produits, le TAL, le stéarate de magnésium, le Macrogold 6000, parfois le benzène de sodium. En tout cas, ce tableau vous permet, comme ça, d'un seul coup d'œil, d'avoir un certain nombre d'excipients avec lesquels vous devez commencer à vous familiariser dès donc, ce cours de première année. On va passer maintenant à une troisième partie un peu plus technologique. Donc, on a vu la composition des comprimés, on a vu les étapes de fabrication. Sur les tableaux que je vous ai montrés, il y avait quelques appareillages utilisés. Donc, il ne s'agit pas ici de décrire complètement toute la technologie, mais je pense que pour la première année, ce serait quand même intéressant que vous ayez une idée, au moins visuelle, sur les appareils utilisés pour la fabrication des comprimés, qui sont la forme pharmaceutique la plus répandue. Donc, premier appareillage dans le synoptique qu'on a vu donc, au niveau donc, de la fabrication, ce sont les mélangeurs. Donc, dans la fabrication des comprimés, il y a souvent plusieurs étapes de mélange. Et donc, on va considérer dans ces appareillages deux catégories de mélangeurs. On a ce qu'on appelle les mélangeurs à tambour ou mélangeurs à cuve mobile. Ce sont des appareillages qui sont constitués par une cuve matière, donc une cuve dans laquelle on mettra les produits. Ces cuves matières donc, sont fixées sur un axe de rotation qui va donner un mouvement à ces appareillages-là. Donc, on a ici donc deux types d'appareillages, deux cuves matières de géométrie différente. Donc, ces cuves matières vont tourner autour d'un axe et donc, du coup, les produits qui sont à l'intérieur vont être agités et donc, on va pouvoir ainsi mélanger les poudres. Donc, à gauche, un mélangeur cubique parce que la cuve matière est de forme cubique et à droite, un mélangeur à tambour en V puisque la cuve matière est en V. Ce type de mélangeur va être utilisé uniquement pour mélanger les poudres qui sont pulvérulentes. Deuxième type de mélangeur, c'est ce qu'on appelle les mélangeurs malaxeurs. Ici, à la différence des mélangeurs précédents, la cuve matière est fixe. Et donc, ce sont des éléments qui sont donc dans cette cuve matière qui vont bouger et qui vont permettre de mélanger le contenu. Donc, il s'agit donc de mélangeurs en général très puissants, puisque c'est des mélangeurs qui vont malaxer non seulement de la poudre sèche, mais de la poudre humidifiée. Donc, on va y introduire des bras, des éléments mobiles de géométrie différente, de formes différentes, dont le rôle sera vraiment de malaxer l'ensemble du contenu de la cuve matière. Je vous ai présenté ici un exemple d'un appareillage à mouvement planétaire. Donc, vous avez sur le couvercle les éléments qui vont servir à malaxer l'ensemble. Donc, quand on descend ce couvercle dans la cuve matière et qu'on met en mouvement l'appareil, donc ces éléments mobiles vont bouger et vont donc malaxer le contenu de la cuve matière. Donc, il s'agit là donc d'un mélangeur malaxeur de type planétaire, puisque le mouvement du bras est un mouvement un peu en rotation, donc un mouvement planétaire. Troisième type d'appareillage qu'on a vu tout au long des méthodes de fabrication, c'est ce qu'on appelle les granulateurs ou les calibreurs. Ce sont des appareils qui permettent de passer d'une masse cohésive à des granulés. Alors, c'est très simple. Il s'agit en général d'une grille métallique qui est fixée sur un support. Et donc, au-dessus de cette grille métallique, on va mettre la poudre cohésive. Et donc, en faisant bouger un élément métallique au-dessus de cette grille, on va forcer la poudre à passer à travers la grille. Donc, au départ, on a une poudre cohésive au-dessus de cette grille, et en faisant bouger le bras métallique, on pousse la grille. Donc, vous voyez sur le schéma de droite, la grille le mouvement de l'élément métallique va pousser le granulé qui est ici illustré en rouge, et le granulé cohésif va être détaché en particules, le granulé qui passera à travers la grille.
Donc, en fonction de la grille qu'on va poser sur cette machine, on aura un granulé avec une granulométrie qui sera fonction donc de la taille de la grille métallique utilisée. Donc, ce granulateur permet donc de diviser la masse cohésive en granulés, granulé qui sera ensuite séché ou granulé séché qui sera ensuite calibré. Ici, on parle d'un granulateur oscillant parce que l'élément métallique aura un mouvement de va-et-vient pour pouvoir pousser le granulé à passer à travers la grille. On a vu qu'on pouvait sécher le granulé humide, par exemple, obtenu par granulation humide. Alors, il y a deux façons de sécher ce granulé. On peut le sécher dans une étuve ventilée. Dans ce cas, on va déposer le granulé humide sur des plateaux, des grands plateaux. On va mettre ces granulés dans ces plateaux dans une étuve ventilée qui est chauffée à une température adéquate, et donc on va attendre que le granulé sèche tranquillement. C'est une méthode de séchage qui est intéressante parce qu'elle n'est pas traumatisante, dont les granulés reposent sur un plateau. Cependant, pour attendre un séchage complet, parfois il faut attendre des temps très très longs. Un granulé peut être séché dans une étuve ventilée pendant plusieurs heures. En général, on préfère laisser sécher le granulé le soir et récupérer le matin le granulé, sachant que ce granulé doit sécher jusqu'à un certain niveau. Et donc, on verra dans les années qui viennent qu'à la fin du séchage, on doit avoir une humidité résiduelle, c'est-à-dire qu'il doit rester un peu d'eau dans le granulé à hauteur de 1, 2, 3%. Donc, première méthode de séchage, l'étuve ventilée. La deuxième méthode de séchage est le séchage en lit d'air fluidisé. J'en ai parlé un tout petit peu au début. Ici, c'est une technique qui est relativement intéressante dans la mesure où le granulé est mis dans une cuve matière qui peut avoir une forme tronconique ou cylindrique. Donc dans cette cuve, on a une grille de fond qui est un tamis perforé avec des perforations qui sont bien entendu de diamètre inférieur à la taille des granulés. Donc on va mettre le granulé dans cette cuve matière et au-dessous de la cuve matière, on va envoyer un courant d'air chaud qui va maintenir le granulé en suspension dans l'air, on dit également en sustentation dans l'air. Et donc, vous imaginez que si ce courant d'air qui maintient le granulé en suspension dans l'air est un air qui est chauffé, cet air va pouvoir sécher le granulé et le sécher de manière très rapide par rapport à l'étuve. Puisque dans ce cas-là, les courants d'air vont traverser chaque granulé sur toute sa surface, et donc ça conduit à un séchage extrêmement rapide. À titre de comparaison, un granulé qui est séché, on va dire 5 à 10 heures dans l'étuve, peut être séché 1 heure dans un lit d'air fluidisé. Donc, à côté de ce gain de temps qui est donc conséquent, on peut avoir aussi un inconvénient, c'est que ici, le grain peut être, on va dire, traumatisé, puisque le procédé consiste à maintenir le granulé en suspension dans l'air. Donc il y a un mouvement de soulèvement du granulé qui doit retomber ensuite et être ressoulevé à nouveau, qui fait que si le granulé obtenu n'est pas suffisamment cohésif, ce mouvement donc de séchage en sustentation peut le recasser à nouveau, et donc finalement on a fait une granulation humide, on a aggloméré les poudres, et au moment du séchage on peut redevenir la case départ en traumatisant, en cassant le granulé. En tout cas, tout ceci en général est bien étudié, et donc on va prendre les conditions opératoires pour éviter donc de traumatiser le granulé. En tout cas, c'est une méthode de séchage qui est très efficace, qui permet de sécher très rapidement le granulé. Lors de la méthode de granulation sèche, on a dit qu'il y avait donc une première compression qui utilisait donc un compacteur pour former des plaques ou des bandes. À quoi ressemble ce compacteur? En fait, ce compacteur est un appareillage très simple dont la partie utile est constituée en fait par 2 cylindres qui tournent en sens inverse.
Et donc, ce cylindre est alimenté, vous le voyez, par une trémie d'alimentation qui amène donc les poudres à compacter. Et cette poudre à compacter est poussée entre les deux cylindres par une vis sans fin. Donc, il va alimenter dans ces deux cylindres qui vont donc presser la poudre. Et à la sortie, on aura donc des plaques ou des bandes. Et donc ces bandes sont ensuite broyées avec un broyeur qui est donc au-dessus. Et on peut même tout de suite calibrer à la sortie donc les bandes broyées pour avoir un granulé calibré. Donc je vous ai montré cet appareil parce qu'il a un rendement de fabrication plus important. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on pouvait obtenir les premiers comprimés grossiers par la technique des briquettes, c'est-à-dire fabriquer des comprimés grossiers les uns après les autres. Donc ce serait trop lent et donc on aurait des rendements relativement faibles. Avec donc, le compacteur, vous voyez qu'on peut fabriquer des bandes de manière continue. Ces bandes sont broyées de manière continue et sont calibrées de manière continue, ce qui fait qu'avec ce type d'appareillage, on va pouvoir obtenir des granulés avec un rendement très élevé et donc ça facilite la méthode de fabrication des comprimés par la méthode de granulation sèche. On arrive à la fin maintenant du processus de fabrication des comprimés. Donc, une fois qu'on a obtenu des granulés, que ce soit par la voie de la granulation sèche ou par la voie de la granulation humide, on va donc procéder à la dernière étape qui est donc la fabrication des comprimés. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle donc les machines à comprimer ou les comprimeuses. Et on va distinguer deux catégories de comprimeuses. Des comprimeuses dites alternatives et des comprimeuses dites rotatives. Le principe général, quel que soit l'appareillage, c'est de pouvoir mettre de la poudre ou de granulé dans la chambre de compression et d'appliquer par-dessus une force grâce à des pistons. Et ces pistons vont donc comprimer la poudre pour donner les comprimés. Donc, en gros, sur une machine à comprimer, on va opérer deux opérations principales. La première, c'est de pouvoir régler la masse des comprimés. Cette masse des comprimés, vous vous souvenez de la définition des comprimés, c'est on va essayer de mettre dans la chambre de compression un volume constant de poudre. Donc, c'est donc la première étape de réglage, c'est régler la masse des comprimés par un réglage volumétrique de la chambre de compression. Une fois qu'on a réglé ce volume, donc on va remplir les comprimés, on va passer à la compression et on va régler donc la dureté des comprimés, c'est ce qu'on appelle également la résistance à l'écrasement. Donc on va donner aux comprimés une certaine dureté. On verra comment est-ce qu'on règle cette dureté-là. Donc deux réglages dès le départ. Le réglage donc de la masse des comprimés donc par volumétrie et le réglage de la dureté qui sera donc réglé par la descente du comprimé du piston supérieur dans la chambre de compression. On verra ça de manière détaillée sur le schéma qui va suivre. Donc une machine à comprimer donc à ce qu'on appelle une zone utile, qui est donc là où vous voyez la flèche, qui est la zone de compression. C'est là que se trouve donc la chambre de compression et la matrice de compression, qu'on va voir un peu plus long. Donc, sur ce schéma, on a la machine à comprimer alternative dans la partie utile de la machine à comprimer alternative. Qu'est-ce qu'on y remarque? On y remarque donc ce qu'on appelle donc la chambre de compression ou encore la matrice. Cette matrice est donc une pièce cylindrique qui est donc creusée en son centre d'un trou qui est donc la chambre de compression. Cette chambre de compression sera donc alimentée avec la poudre avec le granulé ou la poudre à comprimer par une trémie d'alimentation. Au-dessus donc de la chambre de compression, on a le poinçon supérieur, donc le piston supérieur, et au-dessous de la matrice, on a le poinçon inférieur. Donc voilà la partie utile qui est très simple à visualiser, donc de la machine à comprimer alternative. Le schéma d'après vous montre donc les étapes de compression sur une machine à comprimer alternative. Donc on va distinguer 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'alimentation.
cette étape, elle va être l'étape où donc la trémie d'alimentation viendra mettre dans la chambre de compression la poudre à comprimer. On voit qu'à cette étape, le poinçon inférieur est déjà engagé dans la matrice, dans la chambre de compression. La trémie vient remplir dans cette chambre de compression. Vous voyez que au-dessus, il y a un excès de poudre. La deuxième étape, c'est que la machine à comprimer va assurer l'égalisation donc de la surface de la matrice en procédant à l'arasage. C'est-à-dire que la trémie viendra mettre à niveau la poudre dans la chambre de compression. Donc c'est l'étape d'arasage. Une fois que cet arasage est effectué, le poinçon supérieur va descendre brutalement dans la chambre de compression pour comprimer la poudre. C'est l'étape de compression. Une fois que le comprimé est donc réduit à un volume adéquat, le poinçon supérieur va remonter et en même temps le poinçon inférieur va remonter également pour pousser le comprimé formé à l'extérieur de la chambre de compression. C'est l'étape d'éjection. Donc, très facile, donc le cycle de compression qui se décline en 4 étapes: alimentation, arasage, compression, éjection. Donc voilà le cycle de compression qu'il faut bien entendu retenir. Là, on a vu la machine à comprimer alternative qui est donc une machine simple. Vous imaginez, donc on a vu que sur ces machines-là, on fabriquait un seul comprimé à la fois. On peut en fabriquer peut-être 5 ou 6 à la fois, mais pas plus. Mais si on veut produire des comprimés de manière industrielle, produire des millions de comprimés, 3 chambres de compression, 4, 5, 6 chambres de compression ne suffisent pas. Donc on passe à des machines industrielles et donc ce qu'on appelle les machines à comprimer rotatives. Et dans ce cas-là, on a un plateau de compression qui comporte plusieurs chambres de compression. Je ne vais pas décrire ça de manière beaucoup plus détaillée, mais sur ce schéma, vous voyez qu'il y a un plateau circulaire. On voit la première partie en face, un plateau circulaire qui va comporter plusieurs chambres de compression, plusieurs jeux de poinçons, et donc on va pouvoir faire avec ce type de machine à la fois 50 comprimés d'un seul coup, et donc vous voyez un peu la cadence ici qui va être très élevée, et donc avec ces comprimés on peut faire des milliers de comprimés par heure, et donc ça augmente les rendements. Donc on verra ça un peu plus tard au niveau technologie pour ceux qui prendront le cycle pharmacie et qui feront l'option industrie, donc pour la fabrication industrielle des comprimés. Donc, je considère qu'on a fait le tour des formes pharmaceutiques solides par voie orale. Donc, on va voir maintenant la deuxième partie qui concerne les formes liquides. Formes liquides qui sont également très répandues au niveau donc de l'administration des médicaments par voie orale. En guise de généralité, on va dire que dans les formes liquides par voie orale, on va distinguer les solutions buvables, les potions, les ampoules de solutions buvables. On va distinguer les sirops et également ce qu'on appelle les dispersions buvables, à savoir les suspensions buvables ou les émulsions buvables. Donc, on peut dire 3 catégories de produits dans ces formes par voie orale, formes liquides par voie orale. Est-ce qu'il y a un avantage particulier à faire des liquides par voie orale? Oui. Il y a un avantage qui est que, à la différence des comprimés et des poudres qu'on a vu précédemment, ici, le principe actif est déjà en solution. Il est à l'état moléculaire et donc il sera directement disponible pour l'absorption. Donc c'est un des grands avantages des formes liquides par voie orale. En revanche, c'est intéressant, mais il faut pouvoir maîtriser ces formulations et surtout maîtriser la stabilité des principes actifs dans ces formes liquides. Donc, on a vu que le comprimé, c'était un milieu sec dont la conservation était facile. Ici, on a un milieu liquide, donc il faut faire attention à la stabilité physico-chimique des principes actifs, mais également à la contamination microbienne qui donc est favorable quand on a un milieu liquide. Donc, pour ces principes actifs, pour cette forme pharmaceutique, il faut s'attarder sur le choix des solvants qu'on pourrait utiliser pour ces formes liquides.
la direction qu'il faut prendre, c'est utiliser donc des solvants qui sont dénués de toxicité, cela va de soi, des solvants bien tolérés par les patients. Et donc, en général, on va se focaliser sur des solvants bien connus. Ça sera de l'eau purifiée, éventuellement un peu d'éthanol, mais en quantité tout à fait raisonnable. On va utiliser certains solvants comme le glycérol, qu'on a vu donc dans les matières premières, dans les excipients, les polyols tels que le sorbitol, le mannitol, le propylène glycol et les macrogols de faible masse moléculaire. Donc vous voyez que pour la voie orale, en termes d'excipients liquides, on est déjà limité dans les choix à prendre en termes de matières premières. Autre chose qu'il faut également prendre en compte, c'est une fois que le médicament est conditionné dans son emballage primaire, donc flacon et autres, il faut penser à ajouter dans ce récipient un dispositif adéquat de prélèvement du médicament. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important. Vous avez dû le voir avec ma collègue, Madame Delétraz, dans son cours. Donc, ces dispositifs donc, de répartition du médicament, de prise de médicaments, doivent être des dispositifs avec un marquage CE, donc bien étudié, bien adéquat pour la distribution des médicaments au niveau posologique. On va maintenant passer en revue les différentes catégories de médicaments donc liquides par voie orale. On va commencer par les solutions buvables et les potions. Donc, qui dit solution dit qu'on a ici une préparation où l'ensemble des constituants est dissous dans le solvant. Donc, il peut être parfois souhaitable d'avoir un mélange de solvants pour pouvoir donc atteindre cette dissolution de tous les ingrédients du médicament. Donc, on peut faire des mélanges solvants, ce qu'on appelle la cosolvatation. Et dans tous les cas, il est préférable que l'eau soit le solvant majoritaire dans ce mélange de solvants. On peut éventuellement mélanger l'eau purifiée avec le glycérol, l'eau purifiée avec les macrogols, mais toujours en mettant une préférence majoritaire à l'eau purifiée. Ces préparations peuvent contenir un ou plusieurs principes actifs. On peut améliorer l'aspect organoleptique et l'acceptabilité du médicament en y additionnant des édulcorants, le saccharose par exemple, le saccharinate de sodium, des aromatisants, on revient toujours à la même chose, des essences de menthe, des arômes de fraises, de bananes, éventuellement. On a dit précédemment que ces préparations liquides peuvent être des milieux contaminés. Donc souvent, on va faire des préparations qu'il ne faudra pas conserver très longtemps. Donc du coup, ces préparations, quand elles sont faites en officine, par exemple en préparation magistrale, c'est des préparations de courte durée de conservation. Préparer des volumes pas trop importants et ne pas utiliser au-delà d'un certain temps qui en général ne dépasse pas une semaine. Donc quand on fait des solutions buvables ou des potions en officine, on les prépare pour un temps très court, justement pour éviter les problèmes donc, de contamination qu'on a parlé précédemment. Donc, de manière générale, une solution buvable ou une potion buvable sera constituée de un ou plusieurs principes actifs, d'un solvant, de l'eau purifiée ou de l'eau aromatique, eau purifiée avec de l'eau de fleur d'oranger par exemple. On y mettra un édulcorant et un aromatisant. Les ampoules de solutions buvables sont une façon de présenter également des solutions médicamenteuses, à la différence qu'ici, l'ampoule en verre va apporter d'autres garanties de bonne conservation du médicament, puisque le médicament est donc dans cette ampoule de verre. Autre avantage, c'est que ce verre-là peut être coloré éventuellement, ce qui fait que les principes actifs photosensibles seront protégés. Et ici, on n'a plus besoin de rajouter éventuellement un dispositif de prélèvement, puisque l'ampoule buvable constitue une dose de médicament. Donc la dose sera peut-être beaucoup mieux respectée avec ce type de conditionnement, donc sous forme d'ampoule.
Ces ampoules buvables, bien entendu, sont relativement fragiles. C'est du verre, donc il faut faire attention. En tout cas, les ampoules buvables sont utilisées pour les principes actifs qui sont sensibles à l'oxydation, sensibles à la lumière. Donc on va pouvoir éventuellement protéger ces principes actifs en les mettant dans l'ampoule après ce qu'on appelle inertage à l'azote, c'est-à-dire qu'on va balayer l'ampoule avec un courant d'azote, on va y mettre la solution de médicament, on va sceller l'ampoule et donc en présence d'azote, ce qui fait que si le principe actif est sensible à l'oxydation, l'oxygène sera donc éliminé et le balayage d'azote permettra de sceller l'ampoule en absence d'oxygène. On peut également rajouter dans ces ampoules un antioxydant dans la fabrication dans la solution qui permettra donc d'éviter l'oxydation du médicament. La fabrication de ces ampoules doit se faire dans un environnement propre pour éviter justement d'amener de la contamination lors de la fabrication des ampoules. Donc globalement, la composition d'un médicament, d'une solution dans les ampoules buvables, ça sera donc le principe actif, le solvant de l'eau purifiée en général, on peut y mettre un édulcorant, les aromatisants et en général parfois un antioxydant si le principe actif est oxydable. L'inconvénient d'avoir des ampoules buvables, c'est que c'est un conditionnement qui est relativement cher, puisqu'on a des ampoules. Et puis, le problème, c'est éventuellement des bris de verre qu'on pourrait générer lors de l'ouverture de l'ampoule pour pouvoir sortir le médicament. Je rappelle en passant que cette forme d'ampoule buvable a tendance à disparaître parce que le verre est cher, parce que c'est lourd à transporter. Donc c'est une forme pharmaceutique qui n'est plus très très répandue. Passons maintenant à une catégorie qui est très très connue de tout le monde, ce sont les sirops. Alors, c'est quoi les sirops? Les sirops, c'est des préparations aqueuses sucrées de consistance visqueuse. C'est un peu la définition globale des sirops. Donc, on va y retrouver un excipient sucré, qui est constitué en général de saccharose, de glucose, de fructose ou d'autres polluels comme le sorbitol et le xylitol. Le saccharose, qui est l'un des premiers excipients les plus utilisés, permet d'obtenir des sirops d'une bonne viscosité qui est souvent fixée à une densité de 1,32. Les polluels sont également utilisés pour faire des sirops, mais dans ce cas-là, si on voudrait atteindre la viscosité de 1,32, on va souvent rajouter dans ces sirops de polluol un épaississant pour avoir la viscosité de 1,32, la densité de 1,32. La préparation des sirops est relativement simple, donc il y a deux procédés. Si on prend le sirop de saccharose, par exemple, on peut préparer ce sirop à froid. Il suffit de mettre le saccharose, environ 180 grammes, dans de l'eau froide, 100 grammes, et on obtient un sirop à une densité de 1,32. On peut également préparer le sirop à chaud. Dans ce cas-là, on va mettre de l'eau à ébullition. On va rajouter donc le saccharose, pardon. Et donc là, on va travailler à une vitesse beaucoup plus rapide. Donc le saccharose passera donc en solution. Et à la fin de la préparation, qui a lieu en général à une température de l'ordre de 105 degrés, on obtient un sirop qui a une densité qui est un peu plus faible, 1,26. Et donc en refroidissant, on va retrouver la densité attendue de 1,32. Alors cette densité de 1,32, on ne l'a pas voulu comme ça au hasard, c'est qu'à cette densité de 1,32, donc qui est donc la densité demandée par la pharmacopée, on a une concentration en saccharose qui est intéressante, qui permet d'avoir une bonne viscosité du sirop, mais également d'avoir un sirop qui est stable. C'est-à-dire qu'à cette densité de sirop-là, à cette concentration en saccharose, on est sûr de garder un sirop dans lequel le saccharose ne va pas recristalliser. Autre avantage important, c'est qu'à cette concentration en saccharose, on a peu de contamination microbienne de la préparation. Donc, avec ce sirop de sucre,
On aura donc des sirops dans lesquels on pourra mettre des mélanges de principes actifs. Donc, ça sera donc des mélanges de principes actifs dans le sirop préalablement fabriqué. Mais également, on peut préparer une solution aqueuse de principes actifs qu'on va ensuite mettre dans le sirop. Peu importe, les deux techniques sont possibles. Généralement, les sirops fabriqués seront filtrés pour éliminer des particules éventuellement solides dans le sirop. Et donc, il s'agit d'une filtration clarifiante avec des parois filtrantes de porosité relativement importante. Il faut savoir que le sirop est un milieu peu propice à la croissance des microbiens, on vient de le dire, mais parfois, par précaution, on va rajouter dans ces sirops ce qu'on appelle des conservateurs. En général, c'est des conservateurs antimicrobiens. Pourquoi? Parce que le sirop sera en général, une fois qu'on aura commencé à l'utiliser, le flacon sera ouvert, le sirop peut être exposé éventuellement, et donc pour éviter des contaminations microbiennes, même si déjà la densité de 1,32 est déjà un garant donc, de conservation, on va souvent rajouter des conservateurs antimicrobiens. On va retrouver des excipients comme le para-hydroxybenzoate de méthyle ou de propyle, et parfois l'éthanol quand c'est justifié. On peut également mettre dans ces sirops des aromatisants pour rendre le sirop agréable. Et donc voilà, le sirop sera utilisé pour plusieurs applications. C'est en général l'excipient pour de nombreuses spécialités pharmaceutiques. C'est la base excipiendaire pour faire des préparations en officine, préparations magistrales. Et vous savez que les sirops sont généralement très appréciés pour la médication infantile. Une précaution quand même à prendre qui est très importante, il faut stocker ces sirops hors de la portée des enfants pour éviter donc les problèmes d'intoxication accidentelle médicamenteuse chez l'enfant, et également tenir compte de la proportion de saccharose dans ces sirops pour le traitement des personnes diabétiques dont le régime sucré est surveillé. Voyons maintenant ce qu'on appelle donc les suspensions buvables. Les suspensions buvables sont donc une présentation de liquide par voie orale dans lesquels le principe actif n'est pas soluble dans le solvant utilisé. Donc, par définition, les suspensions buvables sont des préparations qui contiennent deux phases. Une phase liquide, dite phase continue, qui est donc le solvant de la préparation, et une phase dispersée, en général solide, qui est donc la phase discontinue ou la phase dispersée. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait des suspensions ? Il y a plusieurs raisons. Soit parce que le principe actif est insoluble dans l'eau, donc on n'a pas le choix, on fait une suspension buvable. Soit parce que le principe actif a une saveur très désagréable, ce qui fait que si on faisait une solution de ce principe actif, on exacerberait donc cette saveur désagréable, et donc le médicament serait complètement inaccepté par les patients, non accepté par les patients, pardon. Donc c'est la deuxième raison de faire une suspension buvable. Troisième raison, on n'a pas besoin que le principe actif soit dissous dans le solvant. On voudrait le garder en suspension parce que son action est une action locale au niveau de la voie d'administration. J'en veux pour preuve les antiseptiques d'allumée intestinale. Donc ces antiseptiques qui vont avoir une action locale intestinale, on préfère ne pas les dissoudre, donc les mettre en suspension, et donc comme ça ils vont tapisser la lumière intestinale et avoir leur action dans la lumière intestinale. Donc c'est souvent les antiseptiques par voie topique intestinale. En tout cas, ces préparations de suspension vont être caractérisées par le fait que c'est des préparations instables, et donc le principe actif en suspension aura tendance à sédimenter, à déposer lorsque le flacon du médicament est au repos. Donc, il faudra maîtriser ces préparations sur le plan physique en essayant de contrôler la sédimentation du principe actif qui est inéluctable,
Et donc, une fois que cette sédimentation a eu lieu, il faudrait que la remise en suspension de la préparation se fasse de manière rapide et homogène pour que le patient puisse prélever la quantité de médicaments nécessaires pour le traitement. Alors, comment est-ce qu'on va parvenir à maîtriser cette sédimentation et à assurer une remise en suspension homogène? On y parvient en se servant d'une loi qu'on verra un peu plus loin, qui est la loi de Stock, qui gère la sédimentation des particules en suspension. En tout cas, ce qu'il faudra faire, c'est une suspension terminée doit déposer, sédimenter sous une forme telle qu'on n'obtienne pas un dépôt trop compact, ce qu'on appelle un gâteau trop compact. Et donc pour ça, on va donc travailler en diminuant la taille des particules de principe actif en suspension. Pour ça, on va broyer ou microniser le principe actif pour avoir des tailles souhaitables. Pour éviter une sédimentation trop rapide, on va augmenter la viscosité de la phase dispersante, la phase continue, en rajoutant dans la formulation un agent viscosant qui va donc épaissir, qui va donc rendre visqueuse la phase dispersante, et cela va freiner ou ralentir ou voire contrôler la sédimentation du principe actif solide. Troisième chose, on va souvent rajouter ce qu'on appelle des stabilisants, des tensioactifs par exemple, pour éviter que les particules solides en suspension ne s'agglomèrent, grossissent et sédimentent plus rapidement. Donc, en gros, la formulation des suspensions va tenir compte de ces paramètres, de la taille des particules de principe actif solide en suspension, de la viscosité de la phase continue de la suspension et de l'ajout des stabilisants pour éviter donc l'agglomération et le grossissement des particules de suspension. Donc, globalement, la composition générale d'une suspension sera la suivante. Donc, on aura un principe actif qu'on aura broyé finement, on dit aussi micronisé, avec des diamètres qui vont avoisiner 10, 20, 30 micromètres. On va y rajouter un agent viscosant, donc pour essayer d'avoir une phase continue relativement visqueuse. Et là, on va faire appel à des excipients tels que les gommes, des carboxyméthylcelluloses, des alginates, éventuellement. Donc, on va rajouter des stabilisants, et là, on prendra souvent des tensioactifs. On verra ce que c'est un peu plus loin dans le cours. Éventuellement, un exemple, c'est le polysorbate 80. On rajoutera des conservateurs antimicrobiens. On retrouve encore ce qu'on appelle les parabènes, le para-hydroxybenzoate de méthyle ou de propyle. On peut, pour le confort du patient, rajouter des édulcorants et des aromatisants. Et en tout cas, le solvant, comme on l'a dit, sera toujours de l'eau purifiée préférentiellement. On pourra rajouter des cosolvants comme le propylène glycol, la glycérine, qui sont des solvants non aqueux miscibles à l'eau. En tout cas, une précaution essentielle est à ajouter sur le conditionnement de ce type de préparation, c'est agiter avant emploi. Et cette agitation devrait permettre de remettre en suspension le principe actif qui aura sédimenté, et cette suspension devrait être homogène pour permettre un prélèvement homogène de la dose de principe actif à avaler par le patient. En tout cas, les suspensions sont en général très utilisées en pharmacie. Surtout, vous avez remarqué dans les préparations d'antibiotiques, vous avez tous vu ces flacons d'antibiotiques dans lesquels on rajoute de l'eau, qu'on agite et qu'on prélève pour les prises de médicaments. Donc, beaucoup d'antibiotiques sous la forme de granulés à mettre en suspension dans l'eau. Il existe également des spécialités de pansement gastrique, donc tous ces produits topiques qu'on va mettre donc, pour essayer de contrecarrer l'acidité gastrique, donc les pansements gastriques qui sont des suspensions. Et vous avez également des spécialités qui contiennent des antiseptiques intestinales, des antiseptiques intestinaux, donc qui sont donc destinés à être utilisé à tapisser la lumière intestinale pour amener un antiseptique pour traiter une infection intestinale. Autre préparation utilisée
Donc, pour la voie orale, c'est les émulsions buvables. C'est une catégorie qui n'est pas très répandue. Et en fait, il s'agit ici de préparations qui vont contenir une phase hydrophile, une phase lipophile. Et donc, on va stabiliser en utilisant un tensioactif. Nous verrons ça un peu plus loin. En tout cas, les émulsions buvables sont des émulsions qui contiennent en général un principe actif de type huile, un principe actif huleux, qui sera dispersé dans un solvant qui sera de l'eau. Donc l'eau et l'huile n'étant pas miscibles, il va falloir disperser donc le principe actif huleux sous la forme de fines gouttelettes, et tout ça, ça sera stabilisé par un tensioactif. Alors le tensioactif, donc je vous disais qu'on verra plus loin, est une molécule amphiphile qui a une pôle hydrophile, un pôle lipophile, et donc ce tensioactif viendra s'intercaler à l'interface entre les gouttelettes d'huile et l'eau pour stabiliser donc la préparation. Dans ce type de préparation, les gouttelettes d'huile vont donc constituer donc la phase dispersée. Et les tailles de ces gouttelettes d'huile sont en général de quelques dizaines de micromètres. Et l'eau, donc, sera la phase dispersante ou la phase continue. On peut également rajouter, pour des raisons de stabilité, un agent viscosant dans ce type de préparation. Mais on peut aussi y mettre des aromatisants pour pouvoir rendre la agréable. Un exemple bien connu d'émulsions huileuses buvables, ce sont les émulsions donc à base d'huile de foie de morue ou d'huile de ricin. Donc, on verra un peu plus loin donc en détail tout ce qui concerne donc les émulsions en tant que préparation galénique. Autre forme pharmaceutique administrée par voie orale sous forme liquide, c'est les gouttes buvables. Alors ces gouttes buvables, on en a besoin, on les formule quand on a des principes actifs qui sont relativement actifs à très faible dose. Donc on va faire cette fois-là une préparation liquide qu'on mettra dans un flacon avec un dispositif de prélèvement qui permet de délivrer, on va dire, des posologies bien précises. Donc en général, ces solutions vont être mises dans un emballage primaire avec un dispositif de prélèvement qui est en général un compte-gouttes calibré qui permettra de prélever des quantités bien précises de médicaments. Un exemple, il s'agit en fait de solutions qu'on mettra avec un conditionnement particulier. Il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Donc, un exemple de spécialité ou de préparation, ce sont des gouttes qui contiennent un principe actif très actif, comme la digoxine, qui est dosée à 5 microgrammes pour 0,1 millilitre. Donc, vous voyez que pour ce type de médicament utilisé dans ce cas ici en pédiatrie, il faut un prélèvement très précis. Donc, on utilisera donc le compte-gouttes calibré pour prélever ce médicament. En composition qualitative, ce médicament sera constitué donc du principe actif avec un solvant, en général de l'eau purifiée. On peut y rajouter du glycérol, ça permet d'avoir une solution facile à prélever sous forme de gouttes. On peut également avoir le principe actif de l'eau purifiée, un peu d'éthanol de glycérol, en tout cas un mélange solvant donc qui sera en général plutôt hydrophile. Donc, possibilité de rajouter un conservateur antimicrobien si c'est nécessaire, un édulcorant, un aromatisant. En tout cas, le mode d'emploi de ces gouttes, en général, on va prélever quelques gouttes qu'on va diluer dans une boisson, en général de l'eau potable ou dans des orangeades, pour permettre l'administration. J'arrive maintenant sur une forme pharmaceutique toujours par voie orale pour administrer des liquides, c'est les capsules molles. C'est un peu particulier parce qu'en fait, la forme pharmaceutique terminée peut être relativement solide, mais à l'intérieur se trouve un liquide. Donc les capsules molles sont des préparations qui sont constituées d'une enveloppe constituée de gélatine, de glycérine, d'eau, d'un opacifiant, voilà. Et donc tout cela, ça amène à avoir une paroi épaisse, relativement épaisse, qui permet donc de mettre un principe actif liquide.
Les capsules molles sont donc des capsules qui peuvent être relativement souples, mais elles peuvent être également dures. Donc leur classement ici est un peu sujet à caution, mais disons que je les ai mises là, les capsules molles, parce qu'elles contiennent un principe actif liquide. Ce sont des préparations relativement particulières, avec une technologie particulière. Je ne vais pas insister là-dessus. Sachez que, en général, pour les préparer, on va injecter le liquide, la solution médicamenteuse liquide dans la capsule molle avant de la souder, avec des technologies relativement pointues. Donc les parois de cette capsule molle sont relativement épaisses et donc ça pourra protéger le principe actif qui est à l'intérieur, en général protection contre l'oxydation ou contre la photolyse. Ce qui est également intéressant, c'est que le principe actif liquide est enfermé dans cette capsule molle. Donc si ce principe actif avait des caractéristiques organoleptiques désagréables, mauvaise saveur, mauvaise odeur, pourquoi pas, la capsule molle permettrait de masquer ces désagréments. Donc les capsules molles sont donc à être administrées sans les ouvrir. On va finir maintenant par une voie d'administration entérale un peu particulière, puisque cette fois-là, le médicament n'est plus administré par voie orale, mais administré par voie rectale. Donc l'administration des médicaments par voie rectale est très ancienne. Très ancienne. On l'utilise pour deux actions souhaitées. On peut souhaiter une action locale, c'est qui fut utilisé très longtemps, c'est les traitements, les lavements avec des traitements des hémorroïdes, mais ce type d'application est de moins en moins utilisé. Et aujourd'hui, on recherche souvent une action un peu systémique, et donc dans ce cas-là, on va utiliser surtout les suppositoires. En tout cas, on peut considérer que c'est une voie d'administration qui a quelques avantages par rapport à la voie orale, qui sont que c'est une voie d'administration qui va éviter éventuellement les problèmes de vomissement. Donc, si le médicament pourrait provoquer des vomissements, la voie rectale empêcherait ce type d'inconvénient. De la même manière, c'est une voie qui va faire éviter tous les problèmes organoleptiques désagréables de certains principes actifs. Donc, tout ce qui est saveur, odeur désagréable ne sera pas détecté par cette voie d'administration. Autre chose qui n'est pas négligeable, c'est que c'est une voie d'administration qui peut être compatible avec certains principes actifs fragiles. Par exemple, on trouvera dans ce voie d'administration moins d'enzymes que dans le tube digestif lui-même, donc estomac, intestin, graine. Donc ça peut être un moyen de préserver certains principes actifs sensibles. Autre chose, c'est que le premier passage hépatique par ce voie d'administration est moins important. Donc on peut dire qu'on peut préserver certains principes actifs qui seraient détruits par le premier passage hépatique, même s'il y a une diverticule de passage hépatique, c'est moins important. Et enfin, c'est une voie d'administration qui est quand même adaptée au traitement des enfants quand ils ne veulent pas avaler des médicaments par voie orale et qu'on peut également utiliser chez un patient inconscient pour administrer les principes actifs. En tout cas, c'est une voie d'administration qui est de moins en moins utilisée en France et encore moins en Angleterre, mais qui reste quand même une voie qui permet d'administrer certains principes actifs. Les inconvénients, c'est que c'est un traitement qui n'est pas facile en ambulatoire, et un traitement au long cours de suppositoire peut entraîner des irritations de la muqueuse rectale. Et souvent, c'est vrai qu'on peut remarquer une absorption incomplète du principe actif parce que l'ampoule rectale n'est pas une voie d'absorption relativement importante. Donc du coup, les formes galéniques qu'on va avoir vont se réduire effectivement au suppositoire, puisque les lavements sont d'utilisation très très ancienne. Donc les suppositoires sont des préparations donc qui sont moulées, des préparations moulées.
Et donc, on va voir que actuellement, on peut distinguer deux mécanismes de libération du principe actif à partir des suppositoires. On peut faire des suppositoires qui libèrent le principe actif par fusion de l'excipient dans l'ampoule rectale et des suppositoires qui vont libérer le principe actif par dissolution de l'excipient dans l'ampoule rectale. Donc, deux mécanismes de libération du principe actif, soit par fusion, soit par dissolution. Si on prend les suppositoires qui libèrent le principe actif par fusion, dans ce cas-là, il faut utiliser des excipients qui sont fusibles, des excipients qui fondent. En général, on va prendre, je vous renvoie donc au cours sur les excipients, on va prendre en général des glycérides semi-synthétiques qui sont donc des excipients gras qui sont stables, qui ne s'oxydent pas et qui vont permettre de faire des suppositoires facilement administrés aux patients. Si on voudrait faire des excipients qui libèrent le principe actif par dissolution, on va prendre des excipients hydrophiles et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. La plupart de ces excipients sont à base de macrogol de grande masse moléculaire, entre 6000, 8000 jusqu'à 10 000. Et en général, on peut y associer un peu de glycérine. Donc, je n'insiste pas trop sur cette forme pharmaceutique. Sachez que ça peut être utile, les suppositoires, pour certaines administrations de médicaments. En conclusion, sur ces formes pharmaceutiques administrées par voie entérale, donc on a vu la voie orale, on a dit un mot sur la voie rectale. Bien entendu, vous devez considérer que ce cours est un cours d'initiation. On n'a pas été en détail sur certaines formes pharmaceutiques, sur certaines technologies pharmaceutiques. C'est normal, il s'agit d'un cours d'initiation. Donc, ce qu'on n'a pas vu en détail ici, ou ce qu'on n'a pas vu du tout, sera repris dans le cursus des études dans les années qui vont venir pour pouvoir maîtriser cette voie d'administration et toutes les formes pharmaceutiques correspondantes.